Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Nous chamboulons un tout petit peu notre planning de mise en ligne d'émissions. On ne pouvait pas, bien évidemment, ne pas parler de l'élection de M. Trump aux États-Unis. Et si vous vous souvenez, bien évidemment, de toutes les émissions que nous avons faites depuis 1 an et demi, 2 ans, quelque part, nous avons toujours dit que l'élection du président ou de la présidente des États-Unis allait bien évidemment avoir un impact important sur un certain nombre de sujets, de dossiers internationaux. Nous avons 2 dossiers chauds qui vont évoluer dans un sens peut-être différent. Premier dossier, le conflit en Ukraine avec la Russie. Deuxième dossier, bien évidemment, le conflit entre Israël, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran en premier ou en deuxième rideau. Ça, ce sont les dossiers chauds. Et ensuite, une prospective sur l'évolution géopolitique des relations entre les États-Unis d'une part et la Chine, sur l'Indo-Pacifique en particulier, et aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les relations entre les États-Unis et l'Europe. Oui, tout d'abord, moi je voudrais dire une chose, c'est que si vous nous avez écouté depuis un certain temps déjà, on disait que Trump avait de très grandes chances d'être élu, d'énormes chances d'être élu, et Dieu sait si pourtant les médias français en particulier disaient le contraire. Je crois que là-dessus, il y a un point qu'il faut bien regarder. Nous avons assisté en France, mais pas seulement qu'en France, en Europe, dans la plupart des pays européens, à une véritable entreprise de désinformation sur la candidature du président Trump, parce qu'elle était inacceptable pour un certain nombre de gens, en définitive, qui sont proches des démocrates américains. Parce que c'est ça la réalité. La plupart de nos gouvernants sont proches des démocrates américains. Alors, comment, d'abord, avant d'arriver à ce qui vient de se passer, comment nous on est arrivé à ces conclusions? C'est une raison très simple. Vous savez, moi, on m'a accusé d'être avec la Russie, pro-russe, enfin, tout y est passé pendant quelque temps. Bon, ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis beaucoup plus proche des Américains où j'ai fait une partie de mes études et que je vais régulièrement aux États-Unis. Donc, j'échange. Mais j'échange pas seulement avec les gens de la côte Est, de Washington ou New York, ou de la côte Ouest à la Californie, avec Los Angeles et autres. Je vais aussi dans le Middle West, dans l'Amérique profonde. Or, ce qui était frappant depuis quelques mois, était la montée en puissance dans l'Amérique profonde de Donald Trump, non seulement chez les Blancs, mais chez les Noirs et chez les Hispaniques. C'est-à-dire qu'il y a une montée générale autour de Trump. Et ça explique pourquoi, si vous avez regardé les résultats, on s'aperçoit que la victoire de Trump est absolument éclatante. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a un score qui est très largement supérieur à celui qu'il a eu la première fois, et c'est un des plus beaux scores d'élection aux États-Unis depuis très longtemps. Ça, il faut regarder. Et de surcroît, parce que ça, il faut le dire aussi, non seulement Trump a gagné, mais il va se trouver dans une situation inédite qui va le favoriser. Il a regagné la majorité au Sénat. C'est pas rien. Il a conforté sa majorité à la Chambre des représentants. Et en plus, il est maintenant largement majoritaire au nombre de gouverneurs dirigeants des États aux États-Unis. Donc, si vous voulez, il a toutes les cartes en main pour pouvoir effectivement faire sa politique pour l'Amérique. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que jusqu'à maintenant, cette dernière fois, ils contrôlaient le Sénat, ils contrôlaient la Chambre des représentants, mais aucun n'a contrôlé l'ensemble depuis longtemps. Donc, si vous voulez, là-dessus, il y a une évolution qui montre bien, en définitive, parce que c'est ça le fond du problème, c'est qu'il y a un rejet total des élites américaines par le peuple américain et je dirais la moyenne bourgeoisie. Le peuple et la moyenne bourgeoisie s'opposent. Alors, on traduit ça en Europe, bien, j'ai lu ça, on dit c'est une évolution vers la droite. Non, c'est pas une évolution vers la droite. C'est simplement le peuple et la bourgeoisie qui ne veut plus entendre parler de ces élites qui leur créent des problèmes de tous les côtés. Alors ça, pour moi, c'est très important parce que on peut pas comprendre, si vous voulez, ce qui vient de se passer si on oublie ça. Après, bien sûr, chacun peut dire la campagne est extrêmement violente, mais aux États-Unis, elle est toujours violente. Bon,
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, on va pas revenir là-dessus, sur le fait qu'en 2 fois on a essayé de l'assassiner. C'est quand même pas des méthodes. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Mais sur le fond, la réalité est là. Trump a été élu et bien élu. Et juste pour terminer sur ce premier point, je rappellerai aux Français, parce qu'il faut s'en souvenir, que nous, les grands journaux français, ont toujours été de l'autre côté. Et je me souviens pour le président Reagan. Quand le président Reagan a été élu, il était à l'époque gouverneur de Californie, il a été élu président des États-Unis, avec un très beau résultat. Et qu'est-ce qu'a dit le journal Le Monde? Je cite, « Les États-Unis ont élu un cow-boy de série B », c'est-à-dire tout le mépris possible de l'intelligentsia française de l'époque pour Reagan. Bon, ben, vous allez aux États-Unis aujourd'hui et vous dites aux Américains quel a été le plus grand président des 30 dernières années, ils vous disent c'est Ronald Reagan. Clair. Parce qu'il a été un très grand président. Donc il faut se méfier pour Trump parce qu'il est irrationnel, il est particulier, il pique des colères, enfin il a tout ce que vous voulez, mais il pourrait peut-être créer la surprise dans la mesure où il va avoir les pleins pouvoirs et qu'il va pouvoir appliquer ce qu'il veut. Or, dans ce qu'il veut, il y a, alors je viens aux questions que vous posiez, il y a un certain nombre de choses. La première, c'est un test, c'est l'histoire de l'Ukraine. Il a dit, il a encore répété il y a quelques jours avant l'élection, Trump a dit, je vais régler le problème de l'Ukraine, je vais appeler Poutine et je vais régler le problème de l'Ukraine. Bien entendu. Ses opposants démocrates ont dit, vous voyez, ils sont de connivence. Je remarque qu'un des rares présidents qui n'a pas félicité Trump après son élection, c'est le président Poutine. Et pourquoi? Parce que Poutine avait dit dans une réunion il y a quelque temps, on l'avait interrogé en disant, mais qu'est-ce que vous préférez aller pour l'élection, Kamala Harris ou le président Trump? Et Poutine avait répondu, Kamala Harris, bien sûr. Parce qu'elle, je sais exactement ce qu'elle pense et ce qu'elle va faire. Alors qu'avec Trump, on ne sait jamais ce qu'il va faire le lendemain. Parce qu'il est capable, il est irrationnel, il est capable d'aller dans un sens, dans un autre. Donc on voit bien que pour les autres, et en particulier pour les Russes, c'est pas si simple que ça d'avoir en face le président Trump décidé à faire arrêter la guerre. Alors ceci étant, il a dit qu'il allait l'arrêter et il y a eu des fuites aux États-Unis, bien sûr comme toujours, dans certains journaux bien informés, qui ont signalé que en définitive, il y avait plusieurs aspects sur lesquels ils pouvaient négocier. Le premier, d'abord, c'est sur la ligne de front, l'arrêt de la guerre sur la ligne de front, pour essayer d'empêcher que les Russes continuent à avancer et occupent la totalité du Donbass. C'est une possibilité. Évidemment, à ce moment-là, on va dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire de Koursk, de la zone de Russie occupée par les troupes ukrainiennes à Koursk? Ça va être intéressant de suivre dans les semaines qui viennent, avant cette négociation avec Trump, ce que vont faire les Russes sur Koursk, ou d'entre parenthèses, on dit qu'ils ont fait venir des Nord-Coréens pour les aider à faire la guerre. Donc là, on va voir si les Russes veulent effectivement détruire la poche qu'il y a chez eux de Koursk pour être tranquilles et négocier sur la ligne de front en Ukraine. Donc là-dessus, il y a une chose. Est-ce qu'ils vont essayer d'accélérer leurs avantages sur la ligne de front actuelle? Toutes les semaines, ils progressent. Le mois dernier a été la plus grande progression depuis 1 an et demi des troupes russes en Ukraine. Il faut le savoir, personne n'en parle, mais ils avancent très vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Poutine va essayer d'accélérer le mouvement pour avoir gagné le plus de terrain dans cette hypothèse de négociation sur la ligne de front ou pas? Mais enfin, il va se passer quelque chose. Autre point, qui est un problème clé, c'est l'histoire de l'OTAN. Je vous rappelle que Poutine a toujours dit « Moi, je fais la guerre en Ukraine parce que je ne veux pas de l'OTAN en Ukraine. » Parce que c'est ça, il l'a dit en 2010 à Munich, il l'a répété tout le temps. Il a encore dit à des conférences de presse « Je ne veux pas entendre parler de l'OTAN en Ukraine. » Donc, qu'est-ce que va faire Trump? Est-ce que Trump va négocier une partie russe, qui donnerait aux Russes, et l'autre partie avec l'OTAN? Ou est-ce qu'il ne va pas essayer, parce que c'est pas exclu, d'après ce que disent les proches de Trump, de dire aux Russes, je ne mettrai jamais l'OTAN en Ukraine, donc je retire tout ce qui est OTAN en Ukraine, en contrepartie, pour que vous aussi, vous vous retirez sur un certain nombre de choses, en dehors de la Crimée. Bon.
c'est aussi un axe de négociation. Alors ça va être très intéressant parce que c'est les deux grands axes en définitive. Hein. Le troisième étant, mais ça c'est pas ni les Américains ni les Russes qui vont le faire, mais la population ukrainienne qui, à l'évidence, au moment de la négociation ou après, va changer le président Zelensky. Tout le monde le sait, bon ça c'est clair. Donc on va avoir une série de choses très intéressantes et on devrait, dans les 2 mois qui viennent, hein, parce que Trump prend la direction des États-Unis, devient le président au mois de janvier, donc il peut discuter, il peut y avoir des négociations en sous-main, mais il peut pas faire des choses avant. En tout cas, je vois pas comment il pourrait les faire. Donc ça veut dire que ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer au niveau de l'Ukraine, mais une chose est certaine, je pense qu'on peut dire qu'à fin janvier, il y aura la paix en Ukraine. Alors, je sais que les Occidentaux, les alliés européens disent jamais, mais enfin, il faut être sérieux. Si les Américains coupent tous les investissements vers l'Ukraine et mettent la pression, il est bien évident, hein, y compris sur les alliés de l'OTAN, dont je rappelle qu'ils sont tous équipés de matériel américain et que nous savons bien que les Américains peuvent réduire l'efficacité de leur propre matériel s'ils le souhaitent. Donc, tout ça, ça va se passer ça va être très intéressant et, bien entendu, et ça, c'est pas réjouissant pour nous, on va s'apercevoir que, quoi qu'en disent nos gouvernants et les grandes déclarations de tous les gouvernants européens, y compris Madame von der Leyen, bon, la discussion se fera au-dessus de nos têtes entre les grandes puissances. C'est clair. Donc, voilà pour l'Ukraine, mais c'est très intéressant. Alors le deuxième, c'est totalement différent et pourtant ça se rapproche, c'est l'affaire du Moyen-Orient. Israël, tout le monde sait que Benjamin Netanyahou est un copain du gendre de Trump, hein, de Jared. Et donc, tout le monde sait que donc la tendance, bien entendu, de Trump, c'est d'être proche de Netanyahou. Oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, Trump, c'est pas uniquement quelqu'un qui va dans un sens. Il est capable de taper de tous les côtés. Et Trump, il faut pas l'oublier, a créé, parce que c'est lui, quand il était à la présidence des États-Unis, a fait les accords d'Abraham, qui est un accord qui arrangeait les relations, améliorait les relations entre Israël, hein, les Émirats arabes unis, le Jordanie, Bahreïn, enfin le Qatar, tous les pays, sauf l'Arabie saoudite, qui étaient d'accord, mais qui ne pouvaient pas signer en disant « Je ne signerai que lorsqu'on aura réglé le problème des lieux saints à Jérusalem ». Et je pense qu'on va voir une négociation qui va être imposée par Trump, là-bas, à son ami Netanyahou, hein, avec l'accord ou l'appui des États musulmans, des États arabes qui sont autour, parce que tout le monde veut trouver une solution pour la paix. Personne ne peut l'imposer à Netanyahou en tant que tel. Il y a que Trump qui peut imposer à Netanyahou une décision. Et alors là, il y a 2 questions qui vont se poser. Est-ce qu'ils vont faire tout ça sur le dos des Iraniens? Pas sûr. Parce que les Iraniens ont été très mesurés, ils ont bien joué dans les derniers mois, malgré les attaques sur le Hezbollah, qui est maintenant très, très abîmé, bien sûr, et le Hamas. Est-ce que ça inclura les Palestiniens? Alors ça, c'est la grande question, parce que les Occidentaux avaient tendance à dire on va créer une Palestine parallèle à Israël. Ça, avec Trump, une Palestine indépendante, je me pose des questions, mais enfin, on sait jamais. Hein? Et puis, il y a le problème des lieux saints, où de toute manière, je pense que Trump et son équipe vont vouloir régler le problème une fois pour toutes, en disant, pour qu'Israël puisse avoir une longue vie, il faut qu'on règle le problème de Jérusalem, et donc Alors, est-ce qu'il faut en faire une ville internationale? Est-ce qu'il faut que ce soit la capitale des 2 États, un État palestinien et État... Bon. Et là, s'il voulait faire un État palestinien, là encore, quelle taille aurait cet État? Parce que faire un État palestinien, on peut pas le faire sur le dessin actuel, puisque la Cisjordanie est infestée de colonies israéliennes, et ça a considérablement augmenté depuis 1 an, parce que Netanyahou, pendant qu'il tapait sur le Hamas, en a profité pour développer les colonies en Cisjordanie, donc là c'est clair. Donc le problème est, aujourd'hui, on peut pas créer
un État palestinien si on ne règle pas le problème des colonies israéliennes en Cisjordanie. Donc ça, qui peut imposer ça? Seul un militaire reconnu israélien ou alors le président des États-Unis, parce que le président des États-Unis a les moyens aujourd'hui de faire plier Israël, il faut le savoir, parce qu'il fournit à Israël une bonne partie des bombes qui sont utilisées aujourd'hui, il fournit le matériel militaire à 90%, à 80%, et puis surtout, il envoie tous les mois, il y a de l'argent qui part des États-Unis pour aider Israël. Donc, si vous voulez, tout cet ensemble fait que le seul, effectivement, État qui a la capacité d'arrêter l'opération, ce sont les États-Unis. Et pourquoi Trump l'arrêterait? C'est que Trump a besoin, et là on revient à ce qu'on avait dit dans une émission il y a déjà quelque temps, hein, Trump a besoin de la paix au Moyen-Orient comme de la paix en Europe. Pourquoi? Et là on revient au troisième point, à cause de la Chine. Donc Trump a tout intérêt, et les pays arabes, qui vous remarquerez, n'ont pas pris parti pour les Palestiniens. C'est ça qu'il faut bien regarder. Nous, ici en Europe, il y a effectivement toute une frange de la population, plutôt de gauche et même d'extrême gauche, hein, qui est pro-palestinienne. Ce qui est son droit le plus absolu, hein, bien sûr. Mais quand on regarde, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi nous, on est certains chez nous sont si virulents, si pro-palestiniens, alors que les pays du monde arabe qui sont autour d'Israël, hein, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, enfin tous les pays autour, hein, le Qatar, les Émirats, n'ont pas bougé une seule fois. Pourquoi? C'est parce qu'on voit bien que le problème est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit ici. Hein, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il y a des intérêts multiples, des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts de puissance, et que dans le fond, les Palestiniens, je dirais que ils n'ont pas réussi à déclencher l'enthousiasme, d'autant plus que pour ce qui concerne le Hamas, comme vous savez, le Hamas a été créé par les frères musulmans, faut pas l'oublier, que les frères musulmans sont détestés par tous les pays arabes parce qu'ils les craignent en disant ce sont des fauteurs de troubles, hein, ils vont nous mettre du terrorisme, ils vont essayer de nous renverser chez nous, donc ils n'en veulent pas, et ils veulent pas avoir un État qui serait un État de frères musulmans au milieu d'eux en Cisjordanie. Donc, en Palestine. Donc, si vous voulez, on voit bien aussi tout ça. Il faut savoir tout ça. Donc il faut arrêter de voir ça avec un côté fleur bleue comme on a chez nous, avec les pauvres, le bien et le mal, les pauvres et les bons. Non, tout ça, c'est pas vrai. Hein, il faut regarder la réalité en face. Et je crois que dans nos émissions, on a toujours regardé la réalité en face. Ça plaît pas à certains, mais tant pis. Hein. Et dans ce cadre-là, eh bien, on peut se dire qu'effectivement, Trump est une opportunité pour trouver une solution qui sera indiscutablement tendancieuse parce que, vu ses relations amicales de sa famille avec Netanyahou, ça risque d'être tendancieux, mais comme de toute manière il faut une solution imposée par la force à tous les belligérants, eh ben, on va y arriver. Donc je crois que là-dessus, là aussi, ça va être très intéressant de voir ce que les Américains, qui ont bien l'objectif de faire régner, comme je l'ai dit, la paix en Europe et au Proche-Orient pour être tranquille, eh bien, comment ils vont s'y prendre. Ça va être très intéressant de voir dans les mois à venir les mouvements des uns et des autres, et regardez bien et attentivement pendant cette période-là les déclarations de Bin Salman, du Premier ministre saoudien, des Émiratis, et y compris de Téhéran. Parce que l'Iran va avoir un rôle à jouer là-dedans, c'est indiscutable, parce que depuis les derniers bombardements d'Israël par les 180 missiles et fusées iraniennes, là aussi, on l'a pas dit assez évidemment, mais pour cause, mais le rapport de force a un peu changé, parce que, comme vous le savez, une partie des missiles sont passés à travers le dôme de fer et ont touché leur cible, et que depuis, donc, les relations sont différentes entre Israël et l'Iran, parce que, à chaque fois, si on tire sur l'Iran, on risque d'avoir des retombées mauvaises dans son propre pays. Donc ça freine, je dirais, les velléités guerrières et ça oblige à négocier. Donc, il y a aussi un ensemble intéressant. Alors, on sort un peu de ces dossiers chauds, là, parce qu'il faut regarder un petit peu la suite, bien sûr.
quel était l'ennemi de Donald Trump durant son premier mandat? Il ne faut pas l'oublier, c'était la Chine. Parce qu'il disait, je veux l'Amérique redevienne la grande puissance, la première puissance du monde, qu'elle soit la plus grande, et donc je ne peux pas accepter que la Chine devienne la plus grande puissance mondiale. Or, la Chine est en train de devenir, malgré toutes ces difficultés économiques et autres, on a les chiffres, on a les prévisions du FMI, de la Banque mondiale et des autres, la Chine est en train tranquillement de devenir la première puissance mondiale dans beaucoup de domaines, en dehors du militaire, et je dirais encore du spatial et du numérique. Et encore, ça commence à être là aussi un peu difficile. Mais, donc la Chine, si vous écoutez Yiping, Yiping, il sait très bien que son ennemi, c'est les États-Unis. Et l'objectif de Yiping, c'est qu'il n'y ait pas la guerre. Yiping, c'est un Chinois. Et je vous rappelle, on en a parlé déjà, on a eu des invités qui ont parlé de ça avec nous. Les Chinois, en 2000 ans, n'ont jamais fait la guerre hors de chez eux. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des commerçants. Alors que les Américains ont fait 52 guerres à l'extérieur depuis 1945. Donc eux, ce sont des guerriers. Ils arrivent, ils imposent par la force, alors que le Chinois, il impose par le commerce. Deux mentalités totalement différentes. C'est pour ça que Yiping avait dit à Biden, mais pourquoi n'acceptez-vous pas que deux puissances d'hyperpuissance, comme disait M. Védrine, donc pourquoi voulez-vous que deux hyperpuissances ne puissent pas s'entendre dans le monde, dans un monde multipolaire dans lequel nous sommes? Avec Biden, c'était assez compréhensible, tout ça, c'était assez clair. Avec Trump, c'est différent parce que Trump est aussi un commerçant. Faut pas l'oublier. Trump, il fait pas la guerre, il fait des deals. On tape la main, on se met d'accord. C'est tout à fait différent. Donc, avec Yiping, c'est un vrai problème pour Yiping, parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'est plus le schéma américain classique. Non. On négocie. Et on l'a bien vu. Quand Trump dit, par exemple, j'interdis l'exportation de puces numériques, en particulier taïwanaises, aux Chinois, quand il fait ça, Trump, il est dans le commerce. Et il dit, par le commerce, je vais les étrangler, parce que quand je vais les bloquer au niveau de leur expansion économique, parce qu'ils n'auront pas les outils nécessaires, parce qu'ils n'auront pas les puces que je leur interdis d'acheter, c'est pas du militaire, mais c'est sacrément efficace. Donc, on va bien voir, là aussi, on va voir, mais là, ça va monter en puissance dans le temps, on va voir ce qui va se passer. Et donc, et n'oubliez pas ça, Trump n'est pas un guerrier. Je crois que je vous l'avais raconté une fois, en Irak, quand il y avait eu une attaque sur l'Irak d'une base américaine, et les militaires américains avaient prévu une riposte, en bombardant, bien entendu, un camp, et puis un camp d'Irakiens, en fait, je sais plus quel bord, peu importe. Bon, et Trump avait dit à ses militaires, bon alors d'accord, donc vous allez faire ça demain, après-demain, vous allez donc bombarder là-bas. Combien il y aura de victimes? Et l'autre avait dit, il y aura 150 victimes. Et Trump avait dit, attendez, pour 2 soldats américains, vous allez tuer 150 personnes, je ne fais pas cette opération, on l'arrête. Et là, pour ceux qui savent entendre, ça voulait dire que Trump, c'est bien ce que je vous disais, ce n'est pas un guerrier. C'est une grande gueule, il bouge les bras, il est redoutable, il fait des coups, il fait des deals, mais c'est pas un guerrier. Donc là, on va assister à un échange très intéressant, où bien sûr, la force militaire va jouer, d'un côté comme de l'autre. Les Américains ont des budgets militaires qui sont 3,5 ou 4 fois maintenant, presque pratiquement 4 fois plus gros que celui des Chinois. Bon, donc de toute manière, les Américains sont très puissants. Oui, mais les autres sont maintenant ont atteint un niveau où ils peuvent se défendre et faire beaucoup de mal. Alors, on est en train de se neutraliser, si vous voulez, au niveau militaire, relativement bien sûr. Et la question, c'est est-ce que donc Trump, que je pense, choisira beaucoup plus, bien sûr, les menaces, les pressions et tout,
mais en définitive s'orientera plutôt pour essayer de redévelopper l'Amérique au niveau de la puissance économique, hein, en essayant de calmer par tous les moyens, bien entendu, la Chine. En tout cas, ça va être très intéressant, mais j'en profite pour vous dire que, comme je l'ai déjà dit, Taïwan, dans lesquels les deux parties font beaucoup de bruit, n'oubliez pas quand même que jusqu'en fin 2026, les puces utilisées par l'américaine sont fabriquées à Taïwan. Donc personne ne veut la guerre à Taïwan, parce qu'il suffit d'une bombe sur l'usine de TSMC pour que l'Amérique se retrouve en panne au niveau des missiles, des chasseurs et des avions. Donc, il faut être sérieux. Actuellement, le problème, il n'y aura pas de guerre. Alors qu'on se serve de Taïwan avec des mouvements d'épaule, ça c'est une chose, mais il n'y aura pas de guerre. Le problème, il n'est pas là. Ce qui va être intéressant en 2026, c'est de voir comment Trump va commencer à exercer une pression d'enfer sur les Chinois pour les mettre en difficulté économique. Et c'est possible, parce que la Chine n'est pas parfaite sur le plan économique, hein, d'une part, et d'autre part, pour essayer de, bien sûr, de redévelopper ses activités. Alors, on arrive au quatrième volet de la question qu'on m'a posée, c'est les États-Unis eux-mêmes. On oublie toujours que Trump, quand il a été président, ça a été une époque excellente au niveau économique aux États-Unis. Et donc, pour les Américains, ils se souviennent que c'était une époque où il y avait pratiquement le plein emploi, hein, où le niveau de vie a monté. Donc, c'est ça dont les populations du Middle West se souviennent. C'est que sous Trump, on vivait mieux que sous Biden. Alors, comment il avait fait? Il avait fait en appliquant la doctrine de Monroe, c'est-à-dire en verrouillant les frontières pour amener les Américains expatriés, entreprises, individus, à revenir aux États-Unis pour travailler aux États-Unis et créer de la valeur aux États-Unis. Alors, j'en arrive à l'Europe. L'Europe, les États-Unis sont un de ses gros clients. Quand on prend l'ensemble des pays européens, hein, les États-Unis sont un très gros client de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est évident. Il va taxer ou surtaxer les produits venus d'Europe, hein, sauf quand ça l'intéresse d'avoir une contrepartie avec des produits américains vendus en Europe, mais il va surtaxer de manière à pousser les entreprises européennes à venir s'installer aux États-Unis plutôt que d'exporter depuis l'Europe aux États-Unis. Alors ça a déjà commencé avec les Allemands, qui sont en mode très mauvaise posture, comme chacun sait. Hein. Vous avez pu voir que Volkswagen récemment a annoncé la fermeture de plusieurs usines. Hein. Ils ne sont pas les seuls à annoncer des fermetures d'usines. Les Français aussi commencent à annoncer dans l'automobile, parce que tout le monde se rend compte que l'automobile électrique en Europe, ça va coûter des centaines de milliers d'emplois. Ce que personne n'avait dit avant. Hein. Incroyable mais vrai. Personne n'avait réfléchi aux conséquences humaines et sociales des décisions qui étaient prises sur le plan de l'écologie des moteurs électriques. Alors, qu'est-ce que va faire Volkswagen? Volkswagen a dit « j'envisage de faire une usine aux États-Unis ». Bon, évidemment, le chancelier Scholz se dit « c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça ». Et pourtant, ils vont le faire. Et vous verrez qu'il y a un vrai risque dans les années prochaines qui viennent, à ce qu'il y ait un véritable appel d'air par les États-Unis trumpistes, hein, je dirais, ou trumpiens, comme vous voudrez, les États-Unis trumpistes, il y aura un appel d'air qui font que progressivement, eh bien, d'un côté, ils vont mettre des barrières. Hein, l'IRA, l'accord qui a été mis en place par Biden, indiscutablement, il ne sera pas annulé, comme l'ont dit certains, mais ce sera plutôt le contraire. Hein. Ils vont mettre des barrières aux frontières par tous les moyens pour favoriser la consommation interne et la production interne aux États-Unis, avec toutes les conséquences que ça aura pour nous, puisqu'on est un de leurs plus gros clients, plus fournisseurs. Hein. Et donc ça va poser un énorme problème, je pense, et il faut s'y préparer, parce que le seul moyen de défense pour les Européens, bien entendu, c'est d'offrir une ligne de front commune, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on soit capable de mettre des taxes et des surtaxes équivalentes à celles que mettent les Américains chez eux, pour dire, vous faites ça, nous on fait ça, ce qui est évidemment
La seule solution, c'est on revient à Trump et sa notion du rapport de force. Il ne respecte que la force, donc il faut qu'on ait un rapport de force. Mais la question, c'est est-ce que nous avons des dirigeants qui sont capables d'aller dans cette force, dans ce rapport de force, avec les moyens et la volonté de le faire. Et j'en doute beaucoup, parce que l'Europe aujourd'hui est éclatée, comme vous savez, en 3 morceaux. L'Europe du Nord qui est pro-américaine, l'Europe, je dirais, d'Allemagne, et puis la Commission européenne, ils ont des positions assez proches, qui a encore une autre vision, et puis les pays du Sud qui en ont encore une autre. Et encore, quand je vois les déclarations après l'arrivée du président Trump, de Madame Meloni, de Monsieur Sanchez et du président Macron, je me dis qu'on n'a pas exactement la même vision des choses, chacun disant, visiblement, je vais jouer mon propre jeu, on va voir ce qu'on va voir. Eh ben, c'est clair que face à Trump aux États-Unis, jouer son propre jeu, eh ben, c'est mal parti. C'est mal parti parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas prêt à se laisser impressionner par ceux qui sont moins forts, parce que pour lui, la loi du plus fort est la seule qui compte, et des gens qui ne sont pas non plus prêts à faire ce qu'on appelle des deals, c'est-à-dire même si c'est pas très bon ou pas très mauvais d'ailleurs, on tape la main et c'est fini. Donc, on va vivre une période absolument passionnante. Contrairement à certains, moi je crois qu'il ne faut pas se désespérer, bien au contraire, parce que comme toujours dans ces moments où il y a, avec tout ce qu'on a évoqué, dans ces moments compliqués et difficiles, les meilleurs s'en sortent toujours. Et vous savez, il faut méditer, et c'est pas forcément les plus gros qui s'en sortent le mieux. Regardez ce qui se passe, et là pour une fois c'est rare, mais je vais parler de la France une seconde. Regardez le déficit de la France, pays avec quand même un bon nombre d'habitants, par rapport à l'Italie, pays beaucoup plus petit au niveau nombre d'habitants, et qui vient de devenir la 4e puissance exportatrice mondiale. Donc, comment se fait-il que nous ne soyons pas capables en France d'être autre chose que déficitaire depuis des années, quand le pays d'à côté, lui, devient largement excédentaire? Donc, il faut se poser plein de questions et il faut repenser nos modèles. Mais si on repense nos modèles, alors on a une vraie chance. C'est ce que disait le général de Gaulle, entre parenthèses, quand en 59, un an après avoir pris le pouvoir, il avait redressé les comptes de la France, en un an. On lui avait dit, mais comment avez-vous fait? Et il avait dit simplement, j'ai appliqué un certain nombre de principes et je les ai fait respecter. Eh bien, écoutez, voilà une analyse claire et précise d'Alain Juillet au lendemain de l'élection du président Trump, avec une vision, une perspective et une prospective de l'Amérique vis-à-vis du monde. Et afin de faire le pendant de cette vision américaine, vous retrouverez la semaine prochaine, vendredi prochain, une émission sur les BRICS, puisque il y a eu, il y a un mois, une réunion très importante sous le patronage, le haut patronage de M. Poutine, où là, nous allons analyser avec notre invité la vision des BRICS et de la Chine. Merci et à très bientôt sur Openbox TV.